Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand Canyon pour essayer cette nouvelle génération de BMW X3, un modèle particulièrement vendu puisqu'il a été écoulé à 3,5 millions d'exemplaires. Mais évidemment, je plaisante, on n'est pas dans le Grand Canyon, on est simplement dans le Luberon pour essayer la version hybride rechargeable de cette quatrième génération de BMW X3, un modèle qui nous promet pas loin de 100 km d'autonomie en tout électrique et des performances de BMW. Alors vous allez rigoler parce que ce nouveau X3 il fait partie de la catégorie des SUV compacts premium et il est quand même plus long que la première génération de BMW X5, 4,75 m de long. Il n'y a qu'une seule cote qui n'a pas augmenté par rapport à la précédente génération, c'est la hauteur, il est même un peu plus bas de 2,5 cm à 1,66 m. Attention, je risque d'être un peu dur parce que je ne suis pas un grand fan de l'esthétique de cette voiture. Il y a d'abord ces calandres là qui pour moi me font penser à un museau de cochon, donc la calandre groin de cochon qui peut être éclairée. Et puis on a le sentiment que les designers de BMW avaient perdu leur rapporteur pour dessiner la voiture. Donc avec juste une règle, ils ont fait des lignes très droite et de derrière ça manque un peu de finesse et d'élégance pour moi. On dirait une sorte de monolithe, je dirais même parpaing. Heureusement notre version du parpaing n'a que des roues de 19 pouces, c'est les jantes d'origine, mais on peut monter à 21 et 22 pouces. Sur cette version hybride rechargeable, on a une grosse batterie désormais de 19,7 kWh, conséquence le volume du coffre a été particulièrement réduit, on a désormais 460 litres, c'est un peu juste pour un véhicule de ce gabarit. La modularité n'est pas non plus extraordinaire, et comme l'empattement n'a pas changé, on n'a toujours pas plus de place derrière, on ne peut pas avancer la banquette, elle ne coulisse pas. La seule option qu'on peut vous proposer, c'est ça, c'est le 2 tiers 1 tiers pour la banquette arrière, rien d'extraordinaire. Tout comme l'extérieur, je ne suis pas particulièrement fan des nouveaux partis pris de BMW en matière de design intérieur. Ici, c'est très épuré, pour ne pas dire trop épuré. Bon, ça, à la limite, c'est une affaire de goût. Ce qu'il est moins, c'est que pour un véhicule premium, on a des plastiques qui sont un peu miséreux. Par exemple ça, vous entendez le bruit que ça fait. Heureusement, sur notre version, eh bien, on a l'option tissu qui permet de recouvrir le dessus de la planche de bord, sinon vous avez là aussi des morceaux en plastique pas très valorisants. Il y en a là d'ailleurs. Là, je n'ai trouvé qu'une explication à l'aspect vraiment peu pratique de ces aérateurs. Voilà, c'est que c'est le beau-frère du designer qui les fabrique. Et il fallait bien les mettre quelque part. Les écrans sur la dalle courbée face au conducteur, on les connaît, on les a déjà testé sur pas mal de modèles BMW. Bon voilà, on peut modifier, mais bon, des graphismes moi que je trouve pas fabuleux. Et surtout, il faut passer par le grand écran de 14,9 pouces pour accéder à toutes les fonctions, y compris la climatisation. Donc c'est pas super pratique. On a les applis qui sont là. Bon, c'est très réactif au moins. C'est l'OS 9 BMW qui travaille sur une base Android. C'est réactif, ça marche bien, mais c'est pas pratique. Revenons à la console centrale, on a des touches de raccourci, navigation, téléphone, média, mais c'est du tactile, Burk. Et puis ici un vrai bouton physique, on l'aime. C'est pour le réglage du volume de la radio ou allumer éteindre la radio avec, enfin couper le son en appuyant ici. Ici c'est la commande de la boîte de vitesse et le bouton stop and start. Enfin pour démarrer le moteur je veux dire. On a aussi les touches de raccourci pour les ambiances intérieures ici. Et puis là, on peut, regardez, une petite pression et je vais pouvoir désactiver ce que je n'aime pas. Il y a une autre possibilité pour l'avertisseur de limite de vitesse. C'est ce petit bouton 7, il a été paramétré dessus. Vous laissez votre doigt 3 secondes appuyé et ça supprime. Côté équipement, ça c'est assez pratique parce qu'on voit bien les téléphones et puis il y a une dalle de charge induction en dessous. Le volant multifonction, on le connaît à gauche pour régler les pilotages semi-automatiques, on dira, à droite
pour paramétrer les écrans et l'infodivertissement. Et puis des petites palettes de chaque côté du volant, plus-moins, vous avez compris. C'est pour le fonctionnement manuel de la boîte automatique à 8 rapports. Les sièges sont à réglage électrique et à ce niveau de gamme, BMW propose plusieurs choix. On peut avoir du tissu, de l'alcantara, du cuir synthétique et même du vrai cuir. Et surtout, les sièges sont particulièrement confortables et assurent un bon maintien latéral. Vous allez voir, c'est pas un luxe. Alors vous allez me dire, une BMW fabriquée aux États-Unis, il doit y avoir un gros V8 sous le capot. Pas tout à fait, quoique, regardez, il y a bien 50 cm en amont du moteur, peut-être même 60. Donc on pourrait mettre un moteur beaucoup plus gros. Il y en a certains d'ailleurs qui sont proposés sur ce X3. On n'est pas encore au V8, mais on est déjà au 6 cylindres. En attendant, sur notre version hybride rechargeable, on a un moteur essence 4 cylindres 2 litres qui développe quand même la puissance généreuse de 190 chevaux. Il est accouplé à une boîte automatique à 8 vitesses qui intègre le moteur électrique qui fait lui 184 chevaux, 250 Nm de couple. Au total, le couple global, alors vous allez me dire la puissance, mais je vous fais le coup à chaque fois, ce n'est pas l'addition des deux, on est à 299 chevaux de puissance totale, 450 Nm de couple et il faut préciser que toute cette cavalerie est transmise simultanément aux 4 roues puisqu'on est en 4 roues motrices. Avec ce nouveau X3 hybride rechargeable, les premiers tours de roue sont évidemment électriques. On a une grosse batterie, 19,7 kWh, et si elle est chargée, BMW nous promet même 90 km d'autonomie, on va le vérifier. Ce qu'on a déjà vérifié, c'est que la voiture en mode 100% électrique, on peut le forcer, sinon on va fonctionner en hybride, en mode 100% électrique, et suffisamment réactive pour vraiment la conduite du quotidien, parce qu'on a 184 chevaux de puissance sur ce moteur électrique et 250 Nm de couple, donc c'est largement suffisant pour procurer de bonnes performances, mais il faut avoir le pied extrêmement léger si on veut aller loin. Ce qui est bien, ce qu'on mesure en tout cas avec notre véhicule qui est doté des roues d'origine de 19 pouces, c'est que le confort est très bon. Là on est sur une petite route, on n'est pas secoué, c'est un très bon compromis entre confort, tenue de route. Je pense que l'équilibre est meilleur qu'avec les grandes roues. J'ai roulé très gentiment pour profiter du paysage et surtout pour vérifier la conso électrique avec un 9 sous le pied. Vous le voyez affiché au tableau de bord, il nous reste 1 km, on a fait 79 km, donc 80 km pour 90 km annoncés. C'est vraiment bien, une consommation de 23,3 kWh au 100. J'ai aussi 1 litre d'essence. Pourquoi j'ai 1 litre d'essence? Parce que dans les accélérations très fortes, le moteur thermique, même si vous demandez la traction 100% électrique, il va se mettre en route pour aider à accélérer. Simplement, la voiture fait 2 tonnes 100. Donc là, les 250 Nm de couple du moteur électrique sont jugés un peu juste par l'électronique de la voiture. Donc ça vous déclenche le moteur thermique. Donc conso, vous voyez, 23,4 kWh, 1 litre d'essence. C'est plutôt une bonne surprise. D'habitude, je fais plutôt ce genre de test sur l'autoroute. Vous voyez, en fait, on est en pilotage semi-automatique. Bon, il me demande de remettre la main normale. On est à 80 km/h. Le problème, c'est que je ne sais pas si la voiture va le refaire de temps en temps. Même si on est en ligne droite, elle a tendance à s'écarter de la trajectoire. Et elle ne la corrige pas. Donc bon, vous savez ce que je pense de la conduite semi-autonome. On n'y est pas encore. Ça fait d'ailleurs un peu plus de 10 ans qu'on dit que ça va arriver. Ça n'arrive pas, c'est comme l'hydrogène, c'est une belle chimère. On n'a pas de suspension pilotée sur ce X3, on peut toujours passer sur le mode sport qui va nous permettre d'avoir une plus grande réactivité à la pédale. Et là, on se rend bien compte qu'il y a des chevaux, 450 Nm, 299, c'est une vraie BM. Et on n'a pas le sentiment, enfin quoi qu'on n'a pas le sentiment, si, parce que c'est très étrange. Comme on est en 4 roues motrices, de temps en temps, on a le train arrière qui pousse. Et vous voyez, si j'accélère tôt, là, hop, vous voyez, ça ne s'ouvre pas du tout. C'est vraiment très bien. Ça accélère de 0 à 100 en 6 secondes 2. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est que les 2 tonnes 140 exactement, finalement, on a l'impression qu'ils ne sont pas là. Donc c'est un bon compromis. J'imagine qu'avec les jantes
de 20 et 21 pouces, c'est encore mieux. Mais là, au moins, avec celle-là, on préserve un minimum de confort. Ça marche pas mal. Bon, le bruit du moteur, certes, c'est pas un 6 cylindres. Mais même, vous voyez, en forçant un peu, ça s'ouvre toujours pas. Ça reste très neutre. Regardez, assez instructif. Bon, on a fait quand même des jolies routes comme celle-là avec pas mal de virages. Et résultat des courses, là, on est à 197 km, autant dire 200 km. On a consommé 4,5 litres au 100 de moyenne d'essence et 10,2 kWh. Les résultats sont plutôt bons parce que la voiture marche et il y a quelques moments j'ai roulé un peu plus fort. J'essaierai tout à l'heure de prendre un peu d'autoroute pour voir ce que ça donne. Je vous le dis à chaque fois qu'on essaye une BMW, chez BMW les moteurs à essence, on sait faire. La meilleure preuve, c'est qu'on vient de faire, vous voyez, 144 km à 130 km/h sur l'autoroute. On a une consommation de 7,6 litres au 100 pour un véhicule, je vous rappelle, qui fait pas loin de 300 chevaux et qui fait plus de 2 tonnes 100. Donc extrêmement bon résultat qui est dû en partie aussi à un bon CX de la voiture puisqu'on est à 0,27. C'est vrai que la forme de parpaing que je vous ai décrit au départ n'est pas si mauvaise que ça au niveau aérodynamique. Chose que j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure également, c'est que en 100% électrique, on peut rouler jusqu'à 140 km/h. Ah, ça commence bien. Identifiant inconnu. Voilà. Identifiez-vous. Bon, on va pas pouvoir recharger parce que notre pass qui normalement est valable pour toute la France, il n'est pas valable pour la borne juste ici. Alors, pour vous parler quand même de l'allure de charge de ce BMW X3 hybride rechargeable, on a une grosse batterie, 19,7 kWh. Donc on a un chargeur interne qui grimpe à 11 kW. C'est ce que font à peu près toutes les voitures électriques en courant alternatif. Sauf que, et on peut s'étonner que BMW n'ait pas choisi cette option, il y a des concurrents, en particulier le groupe Volkswagen, qui proposent de la charge rapide à 50 kW en courant continu, même pour les hybrides rechargeables avec des grosses batteries. Là, il faudra patienter un peu plus, c'est 2h30 pour faire une pleine charge. Pour clore ces essais, BMW nous a invités dans son centre de Miramas dans le sud de la France. C'est ici que sont testés et éprouvés tous les véhicules BMW qui sont commercialisés dans le monde. Il y a des prototypes qui tournent un peu partout, vous n'en verrez pas derrière, bien évidemment. On a pu faire d'ailleurs, dans cet endroit exceptionnel, des essais un petit peu décalés par rapport à ce qu'on fait d'habitude avec ce nouveau X3. On a fait vraiment du tout-terrain, on a franchi des quais, enfin bon, je ne vous détaillerai pas ça, mais ce qui prouve la polyvalence ultime de la voiture. On a pu l'essayer sur circuit aussi et je peux vous dire qu'elle s'en tire très très bien. C'est d'autant plus rageant que si cette X3 est un pur bonheur à conduire, parce qu'en plus elle marie de bonnes performances, une vraie autonomie électrique, une consommation assez faible avec un excellent confort, eh bien je suis d'autant plus déçu moi que je trouve que le style des nouvelles BM est de moins en moins consensuel. C'est vrai qu'il faut s'habituer à cet aspect monolithique et puis l'intérieur, alors là pour le coup, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le design, la baisse de la qualité est un vrai souci. Ce modèle, c'est l'entrée de gamme entre guillemets, est facturé 72 950 €. Vous allez avoir un petit malus au poids parce que vous savez que la réglementation a changé. Je crois que c'est aux alentours de 3 500 €, vous ferez le calcul. Bon bref, à ce tarif-là, les concurrents sont plus chers, moins bien positionnés. Si vous faites abstraction de l'esthétique, c'est le véhicule dans la catégorie largement le plus sympa.